Podcast. Bonjour, bonsoir, ici Pomme de Podcut. Cet épisode de Watchlist est un peu particulier puisqu'il a été enregistré pendant le festival Podren en avril 2026, donc à Pâques de cette année. C'est pas le premier, donc je pense que vous avez un petit peu l'habitude. J'ai laissé traîner mon micro, les gens ont fait des recommandations de trucs à voir et de trucs à lire. Et donc là, vous allez avoir les trucs à voir. Et puis pour les trucs à lire, ça sera sur Choix-Pitre. Dans cet épisode, vous allez retrouver des personnes que je tiens à remercier. Céleste, Arnaud, Thomas, Aline, Bertrand, Babar, TMDJC et Azertov. Et cette année, je me suis aussi permise de faire ma petite recommandation à moi parce qu'il n'y a pas de raison. Je vous donne rendez-vous à la fin de l'épisode pour vous en dire un peu plus sur Podren et sur Bad Geek, qui est l'association qui organise ce festival. Bonne écoute. Tu vas me parler de quoi ? Bonjour, je vais vous parler de Deadlock. Deadlock, donc c'est une série policière australienne, série policière mais humoristique aussi, qui est réalisée par deux humoristes australiennes, Kate McCartney et Kate McLennan, qui se sont déjà fait connaître pour des séries de vidéos The Kate Show. Allez voir, c'est très drôle. Et donc c'est l'histoire dans le petit village de Deadlock en Tasmanie, donc au sud de l'Australie, qui s'apprête à faire son festival annuel de trucs bobos, je sais plus trop quoi. Donc ils s'attendent à avoir beaucoup de monde qui vient, et là ils trouvent un mec mort sur la plage, à poil en plus. Et de fil en aiguille, on se rend compte qu'il y a un serial killer qui tue les mecs dans le village, et la pauvre policière qui est la responsable de la police locale, en plus accompagnée de policiers de banlieue, de provinces profondes, se retrouve un peu dépassé par les événements, le médecin légiste qui préfère aller faire du vélo plutôt que de s'occuper de faire les examens. Enfin, très très drôle, très très féministe, parce que ces deux femmes, la policière est lesbienne, avec sa femme qui est une artiste très baba cool, très féministe, très anti-mec, et complètement décalé, à l'image des deux productrices, bien entendu. Et voilà, moi j'ai adoré cette ambiance, mais complètement foutraque, où c'est mais non, mais il faut pas faire ça peut pas marcher comme ça. Et ils s'en sortent quand même. Alors, il y a une autre policière qui arrive de dépêcher depuis le continent de Darwin, etc. Et c'est le bordel, et c'est très drôle. Et si vous accrochez, il y a une deuxième saison qui vient de sortir il y a quelques semaines, où là ça se passe plus dans le village de Deadlock. C'est juste dans la chronologie, ça se passe juste après les événements, quelques semaines ou quelques mois après, mais c'est vraiment très proche dans la chronologie. Et voilà, c'est très 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 marrant, parce que voilà, les mecs en prennent plein la gueule. C'est beaucoup de gros lourds qui dans la première saison en tout cas meurent par là où ils ont pêché. Voilà, et c'était Céleste, et puis c'était ma recommandation pour Watchlist. Merci Céleste. De quoi tu vas nous parler ? Donc je voulais recommander un film documentaire qui s'appelle Behind the Curve, qui est sorti en 2018 et qui a été dirigé par Daniel J. Clark. Donc c'est un documentaire assez intéressant parce que ça parle des platistes, donc ces gens qui pensent que la Terre est plate, mais pas pour se moquer d'eux. Alors on peut quand même se moquer d'eux éventuellement si on le souhaite, mais l'idée en fait c'est plutôt de présenter un groupe de platistes, leur motivation, leurs expériences scientifiques pour prouver que la Terre est plate, qui finalement réussissent à prouver qu'elle est ronde, mais ils en rejettent les résultats.
Et finalement, ce qui est le plus intéressant dans le reportage, c'est de voir, on va dire, leur motivation émotionnelle, notamment, on va dire, leur environnement familial, leurs liens amicaux en fait, avec d'autres platistes, qui finalement, et aussi bien sûr leur méfiance vis-à-vis des scientifiques, qui les poussent finalement à croire que la Terre est plate, alors que c'est relativement facile, on va dire, de prouver qu'elle est ronde. Merci. De quoi tu vas nous parler ? Bonjour, je vais vous parler de The West Wing à la Maison Blanche en français, une vieille série américaine du début des années 2000 qui, donc comme son titre en français le dit, se déroule à la Maison Blanche et qui qui suit l'équipe qui est derrière le président de la République. Et donc je regarde ça en ce moment parce que l'actualité du moment nous rappelle que c'est une démocratie fragile, les États-Unis. Au moment où ça a été conçu, on basculait dans les années George W. Bush. Et donc, The West Wing se déroule dans un univers parallèle où le président des États-Unis est toujours démocrate et mène des politiques relativement progressives. Par ailleurs, je regarde cette série en écoutant un companion podcast qui a été réalisé bien des années plus tard, qui s'appelle The West Wing Weekly, enfin qui s'appelait parce que ça n'existe plus, animé par Ricky Herway et Joshua Malina, qui était un des acteurs, Malina en l'occurrence, et qui remettent en perspective justement le contexte de diffusion de chaque épisode, qui font intervenir des spécialistes de politique publique pour discuter des thèmes qui sont abordés, et donc qui apportent un petit peu plus de profondeur à cet univers finalement fictionnel. Je suis Thomas, je co-anime La Grosse Bouffe avec mon ami Bertrand, un podcast qu'il est bien à écouter. Merci. De quoi tu vas nous parler ? Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'une série dispo sur Netflix et comme à mon habitude, je vais vous parler d'une série coréenne. Ça s'appelle La Traque dans le sang ou en VO Bloodhounds. C'est pas du coréen, mais bon, c'est pas grave. Hein. Donc c'est une série que j'aime beaucoup, qui est très... c'est de la bagarre, voilà. Très, très high kick. C'est littéralement deux mecs un peu paumés, des boxeurs qui vont se retrouver les petites mains d'un gars qui est un ancien usurier. Donc vous voyez un peu le mafieux, le gars qui doit avoir un couteau papillon dans sa poche arrière. Et ce type, cet ancien usurier, s'est reconverti dans les prêts d'argent à taux zéro. Enfin, il veut aider la population parce qu'il a fait son mea culpa. Et en tant qu'ancien chef de mafia, il a forcément des ennemis. Il a amassé un certain pactole dans son sous-sol et il a besoin d'être protégé. Et donc, il s'est entouré de ces deux gars qui sont finalement deux bonhommes, pleins de candeur, pleins d'humour, assez, naïfs, mais qui ont le poing acéré. Et donc, c'est une série qui est quand même assez violente. Je ne vous cache pas qu'il y a quelques nions, quelques bras cassés et un petit peu de sang qui coule. Mais c'était vachement... Enfin, moi, j'aime beaucoup. Hein. Enfin, ça fait un peu la meuf qui aime bien la violence, mais c'est assez cathartique par moments. Et la plastique de nos deux héros n'est pas sans... Enfin, voilà, faut aussi regarder pour des choses assez sympas. Et qu'est-ce que je peux dire ? J'avais mis, parce que j'ai pris des notes, je vous ai ressorti mon carnet, ceux qui vivent dans la violence meurent dans la violence. Voilà, c'est pas parce que tu t'es reconverti et que maintenant tu es un ange que voilà, ton passé de démon tel Spike revient. Petite ref à Buffy. Donc voilà, c'est vraiment bien, La Traque dans le sang, c'est sur Netflix. Et la saison 2 vient tout juste de sortir ce week-end. Donc j'ai hâte de rentrer de Podren pour pouvoir me plonger dans cette saison 2. Merci. De quoi tu vas nous parler ? Je vais parler de la série télé Borgen, une série danoise qui raconte la vie d'une femme politique danoise qui devient première ministre, et puis après plus, et puis après re-première ministre, etc. Pourquoi cette série ? Parce que c'est un modèle politique au Danemark qu'on connaît mal et qui a eu un écho particulier après la dissolution de l'Assemblée nationale française, où on s'est dit « Ah tiens, pas de bipartisme très évident, donc il va falloir faire des compromis ». Et là, j'avais un exemple parfait dans une série télé de compromis qui fonctionne avec tout justement les concessions qu'il faut faire pour que des lois soient votées. Ce qui, par rapport à l'actualité politique française, au moment où je regardais, c'était assez rigolo. C'est extrêmement bien joué.
J'ai un petit faible pour l'actrice principale et son perso. Bon, voilà. Et puis en plus, alors les 4 premières saisons sont extraordinaires. La langue danoise est géniale à écouter, donc je vous invite évidemment à l'écouter en VO. C'est très mélodieux, etc. Et j'avais un pote norvégien qui se foutait de la gueule des Danois parce qu'il trouvait qu'ils avaient l'air un peu débiles quand ils parlaient. J'ai un peu compris ce qu'il voulait dire parce que c'est très mélodieux, donc mais c'est très agréable à écouter. Saison 5 a été rachetée par Netflix et la saison 5 est entièrement sur la problématique du Groenland avant que Donald Trump s'y intéresse. Donc c'est très très rigolo parce que c'est presque mot pour mot ce qui s'est passé après, les convoitises que ça a suscité, l'aspect stratégique de Groenland, etc. Quand on s'intéresse à la géopolitique, c'était hyper chouette. Et cette série m'a ensuite fait regarder La Diplomate sur Netflix. Pareil, les femmes de pouvoir, j'en parlerai à ma psy. Et La Diplomate qui est un petit peu plus énervée, un petit peu plus rythmée parce que c'est Netflix et un petit peu plus sur des aspects de géostratégie mondiale parce que c'est les États-Unis. Mais c'est un peu le même esprit et c'est vraiment très très chouette. Voilà, et je suis Bertrand du podcast La Grosse Bouffe. Merci. De quoi tu vas nous parler ? Bonjour, bonsoir. Je vais vous parler de Network, également appelé Network, main basse sur la télévision en France. Alors on est sur un classique que moi je n'avais pas encore vu, un film de Sidney Lumet, un très grand réalisateur américain. Et Network, de quoi ça parle ? C'est un drame, comédie dramatique, on va dire, où on voit un présentateur en fait de JT d'une grande chaîne de télé de New York, je crois de mémoire. C'est les fameux réseaux de télé américains que nous on connaît pas forcément trop en Europe, mais qui englobent vraiment des grandes parties en fait, soit de la côte ouest, de la côte est, mais également des grandes villes. Et donc un présentateur de JT qui un petit peu fatigué en fait de ce travail, mais également du fait que ça a été racheté par un autre grand groupe. Alors ça se passe dans les années 70, c'est un film des années 70 et ça se passe dans les années 70. En fait annonce comme ça à la fin de son JT qu'il va se suicider en direct d'ici 2 semaines. Du coup va après amener énormément d'interrogations de la part des dirigeants et également de ceux qui prévoient la grille des programmes, mais également du public. Alors je vais essayer de pas trop en parler parce qu'il faut quand même un petit peu laisser un peu de suspense, mais c'est bien évident, bon, vu le titre, ça dénonçait déjà dans les années 70 un petit peu la façon dont les médias peuvent annoncer les informations, la course à l'audimat bien évidemment, le fait de jouer avec un événement, même si c'est un suicide en direct, comment est-ce qu'on peut essayer. Alors, je vous rassure, c'est des thématiques un peu trigger warning, c'est vrai, mais je vous rassure, c'est pas le sujet principal entre guillemets du film, c'est juste on va dire une amorce. Même s'il y a des choses peut-être un peu compliquées, ça reste un film qui est tout public, mais avec peut-être 1 ou 2 scènes quand même un petit peu violentes quand même. Mais bon, vous attendez pas, voilà, c'est pas pour vous rassurer au niveau de ces thématiques-là, c'est surtout quelque chose qui dénonce la façon dont on peut jouer un peu avec l'humain sur le débat, complètement oublier l'humain. Et également, c'est un peu d'actualité aussi avec la plupart des films et malheureusement de ce qu'on peut voir sur les réseaux, également comment on peut prêter une sorte de voix de gourou en fait également à une personne, à un présentateur. C'est extrêmement bien réalisé forcément par Sidney Lumet, même si je n'ai pas vu beaucoup de ses films, pour être honnête. Je découvre un peu, voilà, j'essaie de rattraper un petit peu ses films. C'est extrêmement bien joué, les acteurs et actrices sont assez incroyables. Ça parle également des drames du quotidien et même si c'est un film des années 70, c'est extrêmement actuel également. On peut vraiment le reprendre sur plein de thématiques, comme je disais, voilà, l'audimat, la façon dont on peut jouer, voilà, comme je disais, le côté gourou, le côté également de jouer avec les attentes également du public. Et c'est un grand film. Moi, je trouve honnêtement que j'ai pris une claque assez incroyable en regardant ça. Bon, pareil, c'est un classique, mais c'est bien aussi de se dire, même en mettant de côté ses attentes, de juste voir le film pour ce qu'il est. Et j'ai trouvé un film avec même de 2 heures qui a un très bon rythme. Et comme je disais, moi, tout simplement quelque chose qui est toujours très actuel, ça fait toujours très peur, même si c'est un film des années 70. Et voilà, je peux que vous le conseiller de le regarder. C'est passionnant. Voilà, tout simplement. Donc Network, main basse sur la télévision. Merci. Qu'est-ce que tu nous recommandes ? Moi, j'aimerais bien qu'on revienne un peu sur For All Mankind. Corée a fait une reco il y a 5 ans sur cette série qui est fabuleuse. Et là, il y a la saison 5 qui sort et je trouve qu'on ne parle pas assez de cette série. Je suis hyper étonnée qu'elle soit pas beaucoup, beaucoup plus mise en avant. Pour faire un petit point rapide, For All Mankind, part du principe que c'est les Russes qui ont mis le pied en premier sur la Lune et pas les Américains. Et donc, imagine, qu'est-ce qu'aurait été la course à l'espace si c'est comme ça que ça s'était passé. C'est une uchronie. Chaque saison, grosso modo, c'est 10 ans plus tard, on va dire. Ouais, c'est un peu ça, c'est les décennies des années 60, puis des années 70, etc.
C'est vachement bien sur le fond, enfin l'histoire, comment ça aurait pu évoluer. Les personnages sont hyper bien, les personnages féminins sont vraiment, vraiment, vraiment hyper bien. Gros coup de cœur personnel pour Karen, qui a une évolution de personnage de fou, alors que c'est un personnage que je détestais sur les épisodes 1 et 2, et que j'ai commencé à comprendre sur l'épisode 3, et après mes coups de cœur infinis pour elle. Et tous les personnages féminins sont quand même vachement... ce sont des personnages forts. Elles évoluent dans un monde d'hommes et elles se font leur place. Mais c'est aussi des personnages complexes. C'est pas juste une femme forte qui fait des trucs. Voilà. Elles sont aussi complexes que si ça avait été des personnages masculins. Et la saison 5 vient juste de commencer. On est en avril 2026. La saison 5 vient de commencer. J'ai vu qu'un épisode. Et j'avais envie de surligner des passages de l'épisode. Mais on peut pas faire ça. Et c'est fort dommage. Donc voilà, allez voir For All Mankind. Merci. De quoi tu vas nous parler ? Je vais vous parler de Caddo Lake de Céline Held et Logan George. Alors, c'est un exercice un peu compliqué que je vais faire parce que je ne peux pas te parler du film. Parce que si je te parle du film, je grille une partie de l'intérêt de la découverte du film parce que c'est vraiment un film qui se découvre pour ce qu'il est. Je vais quand même t'en dire 2-3 trucs pour te donner envie de le regarder. C'est un film atypique qui parle de famille, qui parle de liens familiaux, qui parle de drame, mais avec un habillage qui est vraiment, pour le coup, très particulier. Ça se passe entre autres dans le Bayou, donc avec un univers où les gens se déplacent autant en bateau qu'en voiture, et ça va avoir une incidence dans le film, parce que le lieu est important pour le film. Ce qui m'a beaucoup touché, c'est l'aspect surprise. Justement, de la manière dont le scénario est posé, et j'ai une grande affection pour certains dialogues. J'ai beaucoup aimé la photographie du film, et il y a un truc avec le rythme qui me parle, parce que la manière... Enfin, le film te ment. Clairement, le film essaye de te truander. Il te truande en plus sans en dire trop par le choix de certains acteurs. Et il y a même un moment donné où tu as presque envie de dire au film dis donc, là tu m'as menti, hein, c'est pas la manière dont c'est écrit t'amène à penser que tu es en train de regarder un truc et c'est pas ce que tu es en train de regarder. Mais une fois que tu as compris ce qui se passe, ça fait partie de films que j'ai regardé une deuxième fois pas longtemps après, pour comprendre en fait ce que j'avais vu la première fois et comprendre les interactions entre les personnages. Voilà, je n'en dirai pas plus parce que sinon je dévoile trop de choses. Merci. De quoi tu vas nous parler ? Eh bien, je vais vous parler de Sound Euphonium, qui est une série d'animation disponible sur Crunchyroll, du titre original Ikibi Euphonium, qui veut dire littéralement Sound Euphonium. Et on va suivre en fait un club de fanfare dans un lycée japonais. Et on va surtout suivre, je retrouve l'affiche avec le bon nom, Kumiko Omae, qui vient dans ce club. Et dans le collège, elle faisait de l'euphonium. Et dans ce lycée, elle souhaite changer, sauf que le hasard fait qu'elle retombe à nouveau sur de l'euphonium. Donc, et voilà, et on va suivre ces pérégrinations. Et c'est shonen dans le sens de la structure, mais sans les combats. C'est vraiment en fait les clubs, etc. ont des concours chaque année, etc. Enfin, sur certaines périodes, et tous les clubs visent à chaque fois l'heure, que ça soit du baseball ou du handball, etc. Donc tous les types comme ça, c'est vrai, on va faire le concours national, etc. Et là, c'est pareil pour le club de fanfare. Et on va suivre sur 3 années les différentes étapes de cette fanfare-là. Et ça me fout à chaque fois. Là. J'en parle, toi tu peux, tu confirmes. Ouais, c'est une série qui me touche énormément. Il y a 3 saisons, il y a 4 saisons.
mais qui se déroule sur 3 ans. La première saison et la deuxième, c'est sur la première année du club, et les 2 autres saisons sur les 2 années qui suivent. Sachant qu'en plus de ça, il y a un petit spin-off qui s'appelle Lise et l'oiseau bleu, qui est sorti au cinéma, qui est une vraie sortie cinéma, et qui est magnifique, un autre style de character design un petit peu différent, mais qui est tout aussi beau. Et voilà, j'ai bien aimé cette partie-là, cette série, parce que il y a plein d'émotions. Ça reste un truc, on va dire, de collégienne qui... Enfin, il n'y a pas d'action. Donc c'est ça, en fait, c'est très feel good. Et c'est ça que j'aime bien, parce qu'en fait, c'est des petites péripéties, mais à niveau d'un club de fanfare. Donc c'est vrai, il faut que j'apprenne à bien jouer, ou mince, un tel et un tel se sont un peu brouillés, parce que un tel c'est une terminale, et elle c'est la petite nouvelle. Et du coup, la terminale, c'est la dernière fois qu'elle peut jouer à un concours, sauf que du coup, elle n'a pas eu le solo, parce que c'est la petite nouvelle qui l'a eu. Et donc du coup, le club n'est pas d'accord que ça soit la petite nouvelle qui ait le solo, etc. Et en fait, c'est super beau. Et sur les 4 saisons, il y a vraiment une montée comme ça. Et la dernière saison, il y a des rappels de la première saison qui te fout un... Enfin, du coup, ça s'entend bien ma voix. Ça fout l'énergie. Tu fais, ah putain, en fait, ça, c'est un rappel de ce qui s'est passé à tel moment. Et ça fait écho à ça. Et il y a plein de petits trucs. Et tu fais, ah ouais, en fait, et depuis tout le début, ça a été monté pour que ça soit bien. Et du coup, voilà, c'est ce que je recommande. Merci beaucoup. Comme je vous le disais précédemment, cet épisode a été enregistré au festival Podren, qui est un festival de podcasts indépendants, amateurs ou professionnels, qui a été créé par l'association Bad Geek il y a un peu plus de 10 ans maintenant. Chaque année, il y a une programmation qui est variée et inclusive, et donc il y a des enregistrements en public, des ateliers et des discussions en tout genre. Ça a lieu le week-end de Pâques à Rennes, d'où le nom, Podren. Et même si une participation au chapeau est proposée, tout est 100% gratuit, même le repas de midi et les boissons. Tout a été retransmis en direct sur la chaîne Twitch de Bad Geek. Je parle des enregistrements en public, évidemment, pas des repas, même si ça mériterait, parce que quand même la team cuisine, elle se déchaîne chaque année. Et voilà, et moi j'y étais pour la 3e année, et j'espère vraiment y retourner. En attendant, si vous voulez soutenir l'association Bad Geek pour plus de festivals de podcasts de qualité, n'hésitez pas à aller cliquer sur le lien en description. Et oui, je parle d'argent, parce que même si le but, c'est pas de faire de la thune, il en faut quand même pour organiser tout ça. Et puis, pour voir ce qui s'est passé les années précédentes, et peut-être du coup que ça pourrait vous convaincre de venir lors du prochain week-end de Pâques, rendez-vous sur la chaîne YouTube de Bad Geek. Je pense que le lien sera en description de cet épisode. Moi, je vous dis à une prochaine fois, en tout cas dans 15 jours, nouvel épisode, par une nouvelle personne, très certainement. À bientôt, salut!